Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP, Radio Libre en Périgord, Famille, Justice, Enfance. Dans ce nouveau direct aujourd'hui, alors un spécial cas technique. Nous sommes en direct aujourd'hui sur Internet avec Gaël Costemenier, Sarah et peut-être Sam nous rejoindra plus tard, nous verrons. Donc en direct sur RLP 102.3 FM. Alors déjà au niveau technique, est-ce que Facebook Live, là, est-ce que vous m'entendez ? Tam, tatam, tatam, tatam. Ce sont les aléas du direct. Aliénation parentale. Aliénation parentale qui est un thème qui aujourd'hui est assez décrié. Qu'est-ce que l'aliénation parentale ? Pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'en parler ? Pourquoi est-ce que cette thématique est si compliquée à aborder ? Non, l'aliénation parentale n'est pas une création d'un psychiatre qui s'appelle Gardner, parce que, de la même manière que Volvic n'a pas inventé le concept d'eau en bouteille, ce psychiatre Gardner n'a pas inventé le fait qu'un enfant puisse être monté contre l'un de ses parents par l'autre. C'est quelque chose qui existait avant qu'on mette un nom dessus. Donc l'aliénation parentale, qui est une souffrance pour beaucoup de gens qui sont exclus et qui est dans notre système un effet induit, on va dire induit par les temps de traitement, de gestion, notamment de la gestion des séparations, de la recomposition familiale, qui a fait que l'enfant est exposé aux pressions et parfois, pour s'adapter à son environnement, va se positionner d'une telle ou telle manière. Donc, je refais un... Allô, Cognac J, est-ce que Cognac J, vous nous entendez ? Allô, Gaël, est-ce que tu nous entends ? Alors, je t'entends très bien, Stéphane. Et j'entends Sarah aussi, on a fait un test juste avant aussi. Ah, bah c'est magnifique. Ok, donc là, c'est parfait. Écoute, nous sommes à l'antenne. J'ai fait une petite introduction. Donc voici, c'est le départ de violence sur enfant et aliénation parentale. Écoute, première question, aliénation parentale. J'ai essayé de présenter, de planter un peu le décor, mais qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est un thème qui fait autant réagir, qui est autant décrié ? Alors, qu'est-ce que c'est déjà ? L'aliénation parentale, c'est quand, lors d'une séparation, l'un des parents fait de l'enfant non pas un être en construction et en devenir, on pourrait parler de l'infantile en psychologie, mais il fait de cet enfant en fait un objet de plaisir narcissique pour lui-même, d'accord, c'est une sorte de miroir de ce que le parent souhaite être, et puis c'est aussi un objet de nuisance et de violence envers l'autre parent qui va être un parent. Et donc forcément, faire de l'enfant un objet, c'est le soumettre à une maltraitance, à une certaine violence. Et souvent aussi dans les parentales, ce qu'on a, c'est que l'on a ce parent-là qui est dit aliénant, va placer l'enfant dans une position de responsabilité de pseudo-adulte, c'est-à-dire lui poser des questions pour tout, pour des choses qui sont des sujets d'adultes. Donc c'est très séduisant pour l'enfant, puisqu'il est considéré comme une personne qui a du poids. Ce faisant, ça n'apprend pas à l'enfant certaines limites, mais surtout, ça place l'enfant dans une position qui est ambiguë vis-à-vis de ce parent aliénant, parce que finalement, l'enfant se retrouve à une place qui est la place de l'autre parent qui est détruite par ce parent aliénant. Donc, c'est une sorte de situation un petit peu toxique entre le parent aliénant et l'enfant, et c'est une situation qui peut devenir potentiellement ce qu'on appelle incestuelle. C'est-à-dire que quand on parle d'inceste, il y a ce qui est incestueux, quand il y a des actes, et ce qui est incestuel, c'est ce qui est dans cette ambiguïté d'une relation, une forme de séduction entre le parent aliénant et l'enfant. Donc là, c'était pour qu'est-ce que c'est. Après, pourquoi ça fait réagir ? En fait, déjà, c'est un sujet qui est étudié par les professionnels de psychologie, de pédopsychologie, etc. On pourrait en citer plusieurs, même certaines personnes, je pense notamment à Marie-France Irigoyen, qui a participé à l'élaboration de la loi sur le harcèlement au travail. Et c'est intéressant parce qu'on trouve dans les personnes qui font du harcèlement au travail, mais dans diverses violences,
on trouve des personnes qui ont des profils effectivement qui exercent des emprises. Et en fait, le fait d'exercer une emprise, ça amène plusieurs situations. Avec un enfant, ça amène l'aliénation parentale. Et en fait, cette notion d'aliénation parentale est malheureusement assez peu connue. Et il y a, je pense, certains quiproquos à son sujet qui méritent d'être déconstruits. Parce qu'il y a des milliers d'enfants, dizaines de milliers d'enfants qui vivent ces situations-là. Et il est important de penser à eux et de les protéger. Oui, parce que en fait, le concept de dire qu'un enfant, un enfant qui cherche beaucoup à plaire à ses parents par définition, hein, le fait qu'un enfant soit manipulable par un de ses parents, soit une victime en fait d'un conflit familial, intellectuellement, ça pose problème à personne. Tout le monde le conçoit très bien, tout le monde l'envisage absolument bien. Mais pourquoi est-ce qu'on dit, dès qu'on dit aliénation parentale, on va des gens arriver en disant ouah, il faut pas dire ça, c'est pas possible. Visiblement, il y a plusieurs concepts qui se mélangent, il y a certaines incohérences là dans le raisonnement. Alors tout à fait, il y a des choses. En fait, les choses sont pas claires parce que déjà, il se trouve que dans tous les fléaux qui touchent les enfants, il y a très massivement des adultes toxiques, dangereux, qui sont dans la manipulation. Et naturellement, ces adultes dangereux et toxiques sont dans la manipulation pas que des enfants, mais aussi des adultes de la justice qui peut être instrumentalisée. D'ailleurs, Marie-France Ségoyen l'explique très bien dans ses livres. L'instrumentalisation de la justice. Pas spécifiquement sur l'aliénation parentale, mais notamment. Et donc, du coup, ces personnes-là, les personnes manipulatrices, dans toutes les situations de la vie de tous les jours, en général, créent des confusions. Et donc, effectivement, sur l'aliénation parentale, subit aussi cette situation. Sachant que toutes les personnes manipulatrices vont... donc, du coup, ce qui se passe, c'est que des parents toxiques vont utiliser des fléaux, effectivement, existants pour discréditer d'autres parents. Et même si... et donc, pardon, oui, c'est les joies du direct, hein, c'est comme ça. Oui, il y a un c'est comme petit ça, peu de, voilà. On se forme, on apprend, mais c'est pas grave, c'est bien. Exactement, C'est très frais en même temps. C'est du vrai, c'est du vrai. Tout à fait. C'est du vivant. C'est du Oui, vivant. c'est ça. C'est très loin. C'est très loin justement de. Si on revient sur le thème sur l'aliénation parentale, c'est très loin de l'aliénation parentale et de beaucoup de fléaux qui touchent les enfants, qui sont des fléaux très mortifères. Oui, là, qui enferment plus de fraîcheur au moins, là, tout à fait. Ouais. Exactement. Ça enferme les enfants et du coup, au contraire de ces scénarios, ça fait que l'enfant finalement va voir diminuer les relations normales qu'il peut avoir, les liens qu'il peut avoir normalement. Et sachant qu'un enfant, plus il a le lien avec des personnes qui sont en soutien, plus ça va l'ouvrir au monde extérieur, plus il va développer des capacités, notamment sociales, mais aussi scolaires, parce que c'est un ensemble. Voilà. D'accord. Faut pas oublier que l'enfant, c'est un personnage qui est sensible, en construction, qui est dans un monde qui est angoissant pour lui. Les enfants découvrent le monde en permanence, et c'est un monde qui est... c'est pas évident de grandir. On a un peu oublié que pour nous aussi c'était un peu difficile, mais c'est pas évident de grandir. Et les enfants, de ce fait, avec les dépendances qui sont les leurs, sont des êtres qui sont vulnérables. Oui, parce qu'on a tendance à projeter sur l'enfance en fait des raisonnements d'adultes en se disant moi-même je n'aimerais pas que, mais en fait c'est absolument hors sujet parce qu'un enfant en construction, dans un petit âge ou d'âge intermédiaire, enfin même jusqu'au début de l'adolescence, n'a pas du tout les mêmes fonctionnements, les mêmes repères qu'un adulte qui est déjà construit, qui est déjà formé. Par exemple, la notion de vérité, de mensonge n'est pas la même chez un petit enfant que chez un adulte. Donc on ne peut pas appliquer des grilles de lecture, des grilles de raisonnement à un enfant. Et c'est une erreur qu'on fait très souvent, je crois. Alors, tout à fait. Et justement, la question de la vérité est très intéressante, puisque en fait, tous les enfants, à un moment ou à un autre, n'ont pas dit la vérité. Voilà. Pour autant, ils n'ont pas tous menti. Et la différence est importante. Et les enfants essayent aussi de mentir. Ils voient les conséquences. Quel enfant n'a pas menti de temps en temps? On teste le monde, on regarde le monde, on teste le monde, bien sûr. L'enfant teste des choses, il teste l'univers qui l'entoure et il essaye de le comprendre et de s'en construire une représentation. Et c'est là qu'il va forger sa personnalité. Et quand il teste ce monde dans un environnement qui est toxique, qui est un environnement de manipulation, alors il y a un risque pour lui dans sa construction personnelle de futur adolescent puis adulte. Et ces risques-là, ils vont se répercuter sur lui pendant toute sa vie. Soit qu'il devienne lui-même une personne toxique dans ses comportements, puisque c'est ce qu'il apprend, soit que, ayant trouvé des moyens de se protéger mentalement, il va devoir déconstruire tout ce qu'il a influencé et des solutions qu'il a trouvées pour se protéger.
Parce que l'enfant qui arrive à se protéger, il va trouver des mécanismes mentaux pour se protéger, mais après, il va devoir, sa vie durant, déconstruire ces mécanismes pour revenir vers ce qu'on appelle une certaine normalité. Et donc, du coup, les conséquences, quelles que soient les deux options, soit il devient lui-même manipulateur, soit il arrive à s'en protéger, dans les deux cas, il y aura des conséquences à vie pour l'individu qu'il est en train de devenir. Tout à fait, tout à fait. Moi, je cite toujours Alain Bourregba. Hein. J'ai eu la chance d'avoir la dernière interview qu'Alain Bourregba a livrée au Monde. Alain Bourregba qui a beaucoup travaillé sur la relation parent-enfant en milieu carcéral, au niveau des détenus, qui étaient des gens qui étaient en prison. Et il nous expliquait bien que un enfant, bon, tout le monde sait que c'est un triptyque, il a besoin de cette décomposante et autres, mais que de lui couper l'accès à une de ces composantes fait qu'il allait idéaliser ou diaboliser cette composante et donc construire son raisonnement, sa construction sur un imaginaire, et c'est le début du processus de la folie en fait quelque part. Donc il est vraiment intéressant que l'enfant, enfin, il est vraiment très, je dis pas intéressant, mais c'est même primordial que l'enfant soit placé durant sa croissance et durant sa conception dans un environnement qui soit sain, qui soit fiable, dans lequel il peut y croire et dans lequel il n'y a pas de malignité, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de mensonge, le moins possible, parce que l'enfant sait aussi, hein, on a oublié que tous ces contes pour enfants, les contes de Grimm et autres sont extrêmement violents. On parle quand même d'enfants qui se font dévorer. On a oublié que l'enfant dans la cour d'école sait ce qu'un conflit, il comprend très bien ce qu'un conflit et qu'un mensonge. Mais lorsqu'il est confronté à ses éducants, il faut qu'il y ait confiance, il faut qu'il soit présent et il ne faut pas qu'il y ait dénaturation. Et je pense que quelque part, ça soulève, là on parle de l'enfant dans son contexte, mais on peut en fait porter le questionnement plus largement sur l'ensemble de la société. Et quand on a un contexte qui est pas clair, hein, qui est un peu ambigu, on voit sur l'aliénation parentale, il y a des discours qui sont tenus qui essayent d'amener un déni du réel en disant que ça n'existerait pas. Donc là, on est dans le déni de l'enfant ne pourrait pas être manipulé, il ne pourrait pas y avoir d'emprise sur un enfant, ce qui est totalement naturellement indéfendable, sachant que les adultes eux-mêmes ne peuvent y résister à l'emprise. On le voit avec les sectes, ouais. On le voit avec malheureusement toutes les personnes qui ont connu une ou plusieurs relations toxiques avec des situations d'emprise. Quand je pense à des relations toxiques, je pense aussi à toutes les relations dans lesquelles il peut y avoir des violences. Tous les comportements voilà. En période d'élection, déjà. Alors on peut se poser la question, effectivement, aussi, hein, la relation des discours qu'on peut entendre dans les médias ou dans les politiques avec le réel. Oui, mais non, on le sait. Et les enjeux, dans un contexte d'enjeux. On l'apprend en PNL, les adultes dans les magasins, on sait bien que les produits sont placés à tel ou tel endroit, l'éclairage, il y a la notion d'emprise, tout est manipulation quelque part. Ouais. Et surtout, il y a un enjeu. Oui. S'il n'y a pas d'enjeu, la manipulation n'aurait pas de sens. Et donc, quand il y a un enfant qui est là, coupé d'un de ses autres parents, il y a un enjeu de pouvoir. Il y a un enjeu de plaisir narcissique, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, cet enjeu va venir alimenter le parent toxique pour détruire l'autre parent, mais au-delà de l'autre parent, toute la famille et tout l'arbre généalogique de l'autre parent. C'est-à-dire que les enfants dans cette situation-là sont amputés de la moitié de leur famille. Alors. Et ça, c'est quelque chose qui est contraire à leurs droits fondamentaux, d'ailleurs, qui est un point assez fondamental dans leur construction incomplète, malheureusement. Maintenant que nous avons défini ce qui est quand même pour beaucoup une évidence lorsqu'on l'explique de cette manière-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on... Parce qu'en fait, aliénation parentale, c'est la manière de décrire... Dès qu'on dit ça, toutes les personnes qui en sont victimes ou toutes les personnes qui le constatent sont d'accord avec le constat, déjà. Alors, pourquoi, dès qu'on parle d'aliénation, pourquoi est-ce qu'il y a un certain psychiatre, Gardner, qui revient? Pourquoi est-ce que certains sujets comme la pédophilie et autres viennent sur la table? Comment se fait-il que d'un constat qui est absolument évident pour tout le monde et qui est... je veux dire, l'existence du phénomène n'est pas à démontrer, pourquoi l'utilisation du terme provoque autant de réactions dans la société? Alors, en fait, il y a des mouvements qui, effectivement, prétendent que ça n'existerait pas et qui utilisent des arguments fallacieux de manière récurrente. Mais pourquoi? Alors, ces arguments fallacieux de manière récurrente, on trouve Gartner, effectivement, c'est la technique en rhétorique de l'homme de paille. Hein, il aurait tous les vices, toutes les tares. En fait, Gartner, il a juste dit que c'était un syndrome. Voilà. La notion d'aliénation parentale, avec ces termes-là, naît vraiment dans les années 80-90. Avant, on parle plutôt du syndrome de Médée. Et c'est le même mécanisme, c'est la même chose, hein, c'est vrai, c'est le terme qui change. Gartner qualifie de syndrome. Donc en fait, il ne fait que mettre une étiquette sur un existant. Voilà, sur un existant. Okay. Et on a des ouvrages qui parlent aussi, sans nommer l'aliénation parentale, ni dans son ancien nom, le syndrome de Médée, qui parlent de ce type de situation dès les années 50.
D'accord. Donc c'est quelque chose qui est assez ancien. Après, dans les situations, alors il y a des situations de violence sur enfants ou d'inceste sur enfants. Et dans ces situations-là, comme dans l'aliénation parentale, il y a des parents qui sont manipulateurs et qui amènent les situations de violence, d'inceste, etc. Il faut voir que dans l'inceste, comme l'aliénation parentale, comme les situations de violence physique, tout autre, même d'autres violences sexuelles ou physiques ou mentales, il y a toujours au moins un parent, si ce n'est un parent, ça peut être plusieurs, mais au moins un parent qui exerce cette emprise et cette violence toxique. Et ce parent-là, devant la justice, va essayer de gagner un match. Son objectif, c'est d'avoir le pouvoir sur l'enfant et donc de manipuler non pas seulement l'enfant, mais tout le système. Et donc, l'objectif pour ce parent manipulateur, ça va être de discréditer l'autre parent. Et donc, pour discréditer l'autre parent, comme toute personne manipulatrice, la personne va employer des fléaux qui existent réellement. Elle va pas dire c'est les ovnis qui viennent attaquer, c'est voilà. L'autre parent a discuté avec les extraterrestres, non, ça n'aurait aucun sens. C'est totalement inefficace. Par contre, accuser l'autre parent d'un fléau qui existe réellement, ça permet de discréditer le parent et en plus, dans le système judiciaire, de gagner du temps. Et le temps, pour l'emprise, il est fondamental. Donc, effectivement, il y a des personnes qui sont coupées de leur enfant alors que ce sont des parents aptes et aimants qui vont se faire accuser à tort de violence physique ou d'inceste. Et des personnes qui voient qu'il y a une situation d'inceste qui vont se faire accuser de violence ou d'aliénation parentale. Ça ne discrédite pas du tout la parole des victimes. Les victimes sont victimes de ces différents fléaux et ont le droit à l'écoute, à l'attention et à être défendues réellement. Simplement, les personnes manipulatrices, elles utilisent des fléaux qui existent. Et donc, les personnes qui sont victimes de ces fléaux se voient accusées à tort et se disent, mais c'est quoi cette notion de, voilà, c'est quoi ça? Et du coup, attaquent la notion. Si toutes les notions dont les personnes se font accuser étaient attaquées, n'existaient pas, à ce moment-là, il y aurait plus beaucoup de notions qui existeraient parce qu'elles sont toutes utilisées pour discréditer des parents qui sont pourtant aptes. Donc c'est là qu'il y a une manipulation et on est dans une situation où effectivement, dans les familles, les parents, lors d'une séparation qui sont toxiques pas seulement pour l'enfant, mais dans le discours et dans leur activisme éventuel. Alors, on dit souvent que l'enfant, lorsqu'il est tiraillé entre ces deux composantes dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté, va se mettre à prendre la défense du parent qu'il va identifier comme étant le plus vulnérable pour essayer de le protéger. On entend souvent cette chose-là. Par exemple, le parent qui pleure le plus, qui a l'air le plus faible, l'enfant va se mettre de ce côté et parfois va se mettre à rejeter le parent le plus proche en se disant peut-être c'est le plus solide, donc c'est peut-être celui qui a le moins besoin que je l'assiste et dans son déchirement va se mettre dans une posture. Qu'est-ce que ça vient d'où ça? Alors effectivement, il y a des questions qu'on peut poser à des enfants et des questions qu'on ne peut pas poser à des enfants. C'est-à-dire que par exemple, est-ce que tu veux aller chez papa ou chez maman? C'est placer l'enfant en situation de conflit de loyauté. C'est-à-dire dire à l'enfant, finalement, qui tu vas trahir. Voilà, donc on prend un enfant en bas âge et on lui met une très grande pression parce qu'on lui demande son avis alors qu'il est influençable. Il va se mettre à être influencé et donc il va peut-être twister et prendre une posture, c'est ça? Alors, il peut prendre une posture, effectivement, puis surtout, on le met dans une situation particulièrement inconfortable. L'enfant, il aime ses deux parents, à égalité. Et on peut dire que même l'enfant, sa vie et sa survie dépendent de l'amour qu'il porte à ses parents. Il en a besoin. À un point qui est tel que il y a des cas sordides, où une mère et un père ensemble ont sont allés jusqu'à éliminer leur enfant. Et il y a eu un cas judiciaire où les parents ont dit jusqu'au bout, il nous a aimés. Et oui, l'enfant, il aime ses deux parents d'une manière qui est totale. Il est programmé pour, il n'est pas encore autonome. Donc, il n'est pas autonome, il est en construction, voilà. Donc charger un enfant de 9, 10, 11 ans, c'est quelque part lui faire beaucoup de mal dans ces circonstances. Ouais. Voilà, il y a des questions qui ne se posent pas. Et donc ce système, voilà. Ce processus d'aller prendre appui, de prendre, lorsqu'il identifie un conflit, d'aller vers le parent le plus faible, ça a été constaté. Alors il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que, alors déjà, méfions-nous du terme conflit. Il n'y a pas, alors déjà dans le côté positif, la majeure partie des séparations se passent bien et des parents qui font des résidences alternées égalitaires ou d'autres qui leur conviennent avec des organisations qui leur sont spécifiques de manière spontanée.
Dans les cas qui sont plus difficiles et qui sont ceux qui sont judiciarisés, il n'y a pas forcément de conflit parental. S'il y a un conflit parental, alors il y a moyen de faire une médiation et en général, en 1 mois, 2 mois, ça doit être réglé. Dans les situations dont on parle aujourd'hui, c'est l'aliénation parentale spécifiquement. Il n'y a pas de conflit parental, il y a un parent qui, en fait, durant son enfance, a construit ce qu'on appelle un faux self, c'est qu'il n'a pas de personnalité propre, et qu'il existe dans la vie par le pouvoir qu'il exerce sur les autres de manière toxique. Et donc, lors d'une séparation, ce parent-là va mettre en place une exclusion parentale et une emprise sur l'enfant, et c'est là que l'aliénation parentale se met en place. Et donc, du coup, l'autre parent n'a d'autre choix que de suivre juridiquement cette folie pour essayer d'arriver à avoir son enfant. Et donc, naturellement, dans ce mécanisme-là, le parent aliénant, celui qui met en place l'aliénation, va se faire passer auprès de l'enfant pour celui qui a tout subi, qui est la victime, qui l'autre parent, il est vraiment négatif, il a toujours fait du mal, il a toujours voilà. Bon, l'enfant, il ne mesure pas les tenants et les aboutissants des questions qui lui sont posées, de ce qui lui est dit, et il prend pour une parole vraie ce que lui dit le parent avec lequel il vit et dont il dépend. Et donc là, l'emprise se met en place très facilement. Ça, c'est le premier aspect de l'emprise. Et deuxième aspect de l'emprise, c'est s'il y a encore un contact avec l'autre parent, le parent aliénant va aussi réécrire les souvenirs, remodifier les souvenirs pour les rendre négatifs. Est-ce que ce que tu nous décris quelque part n'est pas une conséquence de la lenteur des traitements des conflits lorsqu'ils sont judiciarisés, en France et en Europe, en fait, lorsqu'on voit que une séparation, une procédure, ça prend des mois, des années, alors que pour un enfant, une journée, c'est un univers, une semaine, c'est quasiment une vie pour nous. Est-ce que ces temps de traitement, cette lenteur de rapidité, en fait, parce que l'aliénation, ces problèmes de manipulation ne sont pas des effets secondaires de tout ça? Alors, l'aliénation, comme on le disait au début, a toujours existé. Des années 50, il y a des ouvrages qui en parlent. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs temps. Il y a un temps de l'enfant et il y a un temps de la procédure judiciaire. Et le temps de la procédure judiciaire est totalement déconnecté du temps de l'enfant. C'est-à-dire que quand, alors il y a plusieurs raisons à cela, on pourra les évoquer rapidement. Oui, bien sûr, mais on parle des conséquences là. Obtenir une audience, c'est 1 an d'attente. Quand après la première audience obtenue, il y a encore plusieurs mois d'attente, éventuellement ça peut arriver à 2 ans. Là, je veux dire, l'enfant il est déjà sous emprise, il vit quasiment plus qu'avec un seul parent. Les contacts n'ont pas été respectés avec le parent qui se trouve exclu. Bon, on est dans une situation qui, du fait de la lenteur administrative, judiciaire administrative, est en train de devenir de plus en plus inextricable. Parce que pour sortir l'enfant d'une emprise, c'est assez complexe. Voilà. Je veux dire, l'aliénation parentale n'est-il pas un effet secondaire, une perversion, une conséquence d'un système qui n'est pas assez réactif? Est-ce que, posons la question, est-ce que quelque part, ça n'existe pas? Alors, je dirais pas. Alors, en fait, l'aliénation parentale n'est pas une conséquence du système. Par contre, le système apporte une aggravation lourde et conséquente de l'aliénation parentale qui existe de toute façon, quoi, qui était là. Voilà. Ça met un terrain favorable, on va dire c'est un terreau favorable. Voilà, c'est un terreau très favorable. C'est que l'aliénation parentale, c'est un problème psychologique, on pourrait dire pathologique, d'un des parents qui l'organise. À partir de là, si on laisse à ce parent-là beaucoup de temps pour mettre en place ces problématiques, bon, bah, effectivement, la toxicité pour l'enfant, elle a le temps de se développer dans tous les univers que l'enfant pourrait normalement explorer. En fait, l'aliénation parentale, elle crée une prison mentale pour l'enfant. Et l'enfant devient persuadé, il devient un enfant soldat, un enfant gardien du parent qui se présente à lui comme étant celui qui a été le parent le plus lésé, qui a plus souffert, qui voilà. En pouvant même discréditer la détresse de l'autre parent. Si tu vois, l'autre parent il est en train de pleurer, il fait son cinéma encore, on le connaît bien, quoi. Voilà. C'est toujours manière des pirouettes de rebondir pour le parent qui exerce l'emprise et qui a le temps. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on a aujourd'hui des études, des indications sur les conséquences pour l'enfant lorsqu'il est victime d'un tel processus de manipulation? Alors, ce qu'on sait déjà, c'est ce que explique très bien Jacques Violet dans son livre « Enfants libres ou enfants otages », c'est que ces enfants-là, à l'âge adulte, reviennent statistiquement très peu vers le parent qui a été aliéné, vers le parent exclu. L'enfant revient très peu. Donc ça, c'est une conséquence, c'est que l'emprise a des conséquences à long terme, mais que souvent, les enfants devenus adultes ne reprennent pas contact avec le parent qui, malheureusement, était absément... Si le lien était cassé avant l'adolescence, il y a effectivement un danger que l'enfant ne revienne pas. Oui, d'accord. Tout à fait. Et même à l'adolescence, ou en général, l'adolescence, c'est une période très critique
Et c'est une période que le parent aliénant utilise aussi souvent avec beaucoup d'efficacité. Après, quand l'enfant revient vers le parent qui a été exclu, quand il revient à l'âge adulte, par exemple, il faut aussi distinguer deux cas de figure. Il y a l'enfant qui revient en étant lui-même manipulateur, en essayant de dire, c'est mon parent, ma mère, mon père, je vais pouvoir profiter financièrement de ses obligations, voilà. Et puis il y a aussi des enfants qui vont revenir, eux, en s'étant protégés, en se disant, je vais essayer de construire avec ce parent tous ceux dont on a été privé. Voilà. Et on ne rattrape pas le temps perdu, on ne reconstruit pas. On construit une relation avec une personne qui était inconnue, qui a été dénigrée pendant des années. Et cette violence, elle est là. Elle existe pour l'enfant qui a pris conscience comme pour le parent exclu. Et c'est vraiment une nouvelle relation qui est à construire entre ces deux personnes. Ouais, d'où l'intérêt vraiment de traiter ce phénomène, d'empêcher qu'il arrive, parce qu'une fois qu'il est vraiment mis en place, il est quasiment destructeur et irrémédiable. Alors, il est très destructeur et surtout, il y a tout un schéma de reproduction. C'est-à-dire que quand l'enfant devient lui-même manipulateur, il apprend il voit le comportement du parent aliénant et c'est sa normalité. Donc, il y a un phénomène aussi de reproduction. Donc, on crée des manipulateurs et des PN, en fait. Ouais. En plus, Parce que l'enfant n'apprend pas la limite. Mais oui, en fait, un parent manipulateur va jamais s'opposer frontalement à l'enfant. Va toujours louvoyer et du coup, le parent qui est exclu, qui essaye de rappeler des règles, va passer pour le méchant dans l'histoire, ce qui est très utilisé. Ok. Gaël, je te remercie beaucoup. On sommes actuellement aussi en direct sur Facebook et sur YouTube. Moi, je propose que tu continues ensuite sur les réseaux sociaux, voir que tu répondes aux questions. Mais là, on a eu la base théorique initiale. Voilà, c'était un direct sur RLP. On vous dit tous à la semaine prochaine. On vous remercie beaucoup. Merci à vous d'être intervenus. Je coupe tout et je vous rejoins ensuite dans quelques minutes dans un cadre moins formel. Merci beaucoup et au revoir à tous. Merci beaucoup. Famille, justice, enfance.